Je suis heureux de vous saluer en cette circonstance où notre Académie donne le coup d'envoi de ses activités annuelles et reçoit avec honneur les nouveaux élus de son corps académique. Je les salue tout particulièrement, ainsi que notre conférencier, le professeur Jacques Gravreau, et notre pianiste, Madame Daria Ulantseva. Nous célébrerons dans quelques jours le 12e anniversaire de notre institution, laquelle avait été suscitée, je le rappelle, par une conscience collégiale des urgences intellectuelles et sociales. Or, en quelques années, la situation n'a pas fait que muter, comme on dit, elle a confirmé nos inquiétudes. L'arrêt tout récent d'une prestigieuse revue intellectuelle française relève à tout le moins de la symptomatologie quant au reflux du débat public de haut niveau. Les lexiques encore récemment sollicités de la tension sociale et de la fracture communautaire ont été détrônés, non sans effet rhétorique, certes, par ceux de la décomposition et de la décivilisation. Si d'un côté, de bonnes nouvelles technoscientifiques nous sont parvenues concernant les IRM ou les formes énergétiques de l'avenir, et si de l'autre, des germinations ecclésiales fondent de belles promesses et nous réjouissent, nous avons de bonnes raisons de garder notre vigilance. Alors que la période pandémique a révélé maintes failles structurelles des sociétés contemporaines, notre Académie a pu ainsi apporter sa contribution publique en produisant 6 notes de réflexion sur les différents types d'effets que ces failles ont entraîné au niveau économique, géopolitique, pastoral et médiatique notamment. Dans ce contexte, nous débutons l'année académique avec 7 pôles principaux de préoccupation. Premièrement, cette période pandémique inattendue, nous l'avons observé, a mis durement à l'épreuve les prétentions au discours de vérité et à l'affirmation de certitude dans bon nombre de domaines de science et d'action, médicale singulièrement. Par-delà les partitions artificielles produites sous le règne dominant de l'opinion vague, cette situation constitue un signal fort sur le sort que nous réservons aujourd'hui et que nous réserverons demain à l'idée de vérité, notamment au sein des rationalités qui la revendiquent. Vérité scientifique, certes, mais aussi vérité juridique, vérité religieuse, vérité philosophique, parfois intimidés par le concept anglo-saxon de post-vérité. Notre Académie, pour sa part, a plutôt ici trouvé autant de motifs additionnels pour retraverser un chantier, un vaste chantier que déjà le vieux Parménide, au VIe siècle avant Jésus-Christ, avait ouvert avec son célèbre poème, en reléguant les doxailles, les opinions, au bénéfice de l'aletheia, la vérité. Non moins pour nous spécialement, ce chantier ne saurait être ouvert sans la mémoire vive de l'interrogation énigmatique de Pilate, To estin aletheia, qu'est-ce que la vérité, Jean 18, 38, et de la réponse préventive du Christ qui mettait à mal, en quelque sorte, in ovo, tous les relativismes. O ego eimi aletheia, je suis la vérité, Jean 14, 6. Nos différentes sections disciplinaires, notamment les sections sciences, technologie, médecine et droit et économie, décideront dans quelques semaines du format exact de cette prise en charge thématique. Notre deuxième trait de préoccupation et de réflexion concerne les bouleversements civilisationnels et leurs effets sur le continent européen. Les 2 décrets modifiant l'été dernier et coup sur coup le traitement séculaire de la célèbre église Sainte-Sophie et de la non moins superbe église également byzantine Saint-Sauveur in Cora constituent un signal de plus qu'il nous faut savoir apprécier calmement quant à la tension qui pèse sur la place et le rôle du christianisme, et pas seulement lui, aux frontières de l'Europe. Ce signal s'ajoute à ceux qui concernent la situation toujours alarmante des chrétiens d'Orient. En même temps, par ailleurs, beaucoup de catholiques s'inquiètent, non sans raison, de la dilution humaniste, écologique, métaphorique de leur message. Ainsi, y a-t-il une corrélation entre ces 2 phénomènes de crise des fondements socioculturels et crise du christianisme? Plus qu'une corrélation, peut-on y voir une interaction? Plus qu'une interaction, doit-on relever un effet de proportionnalité entre l'affaiblissement du christianisme en Europe et la fragilisation du socle civilisationnel de l'Europe? Quelles sont alors les conditions de la ressaisie? À défaut de pouvoir répondre ici comme il conviendrait, c'est-à-dire en plaçant haut l'exigence de fraternité universelle et celle bien comprise du dialogue interreligieux, à cet égard, nous ne pouvons pas ne pas mentionner l'encyclique du pape François Fratelli Tutti, 3 octobre prochain.
mais aussi en traitant les registres anthropologiques et bioéthiques, avec leur tonalité entremêlée de provocation, de renoncement, de lucidité. Il est permis à tout le moins de demander, peut-on à la fois affirmer, au titre du constat historique, un christianisme comme matrice principale, certes non exclusive, pas principale quand même, matrice de la France et de l'Europe, diversement culturelle, et banaliser en même temps son recul lorsque les ressorts vitaux de ces dernières s'affaissent. Le colloque sur l'Europe des civilisations que nous préparons activement, en nous appuyant sur le dynamisme de la section politique, diplomatie, défense, devrait permettre, dans l'esprit de sagesse, je le souhaite, sans tabou intellectuel, je le souhaite aussi, un tableau des questions méritant d'être traversées à même leur gravité. Troisièmement, cette situation contemporaine concerne en amont la demande, ou plus exactement la variabilité des demandes spirituelles dans la culture. Alors qu'on le plaçait encore jusqu'à la fin du XXe siècle du côté du religieux chrétien, presque exclusivement, aujourd'hui le domaine spirituel est revendiqué de plus en plus, et non sans légitimité métaphysique d'ailleurs, comme une dimension autonome de l'humain. Mais, dans un effet dont il nous faut prendre toute la mesure, je crois, le spirituel se trouve en certains lieux préempté comme alternatif aux religions, rendant celles-ci optionnelles. Il se trouve également exploité par des officines thérapeutiques plus ou moins douteuses, parfois sensibles à la demande exotique. Or, la vie spirituelle est, bien antérieurement, une polarité des plus fécondes de la tradition philosophique et théologique en christianisme. Mais est-il encore possible de frayer un chemin pour cette plaidoirie ? Les vents du moment vont-ils enfouir sous le sable nos trésors séculaires pourtant à portée de main ? Ce sera l'objet de la journée d'études philosophie et spiritualité, prévue pour cet automne, sous l'égide de notre section philosophie et théologie, que d'enrichir les termes de la question. Mais puisque cette question n'est pas réservée aux élites, ni intellectuelles ni sociales, nous la présenterons, nous la poserons aussi, le moment venu, selon le langage et les objets de la dite piété populaire, ce à l'initiative de notre section Arts et Lettres. Quatrième trait, puisque la spiritualité en christianisme n'est pas, malgré Marx, un opium, mais à l'inverse, une source d'éveil au réel le plus patent, alors elle n'est sans doute pas démunie pour inspirer les questions les plus sensibles, telles que les impressionnants phénomènes actuels de migration et d'esclavage. La compréhension des relations historiques et contemporaines entre le christianisme et ces deux phénomènes distincts doivent encore s'affranchir des représentations formées par tout un pan anti-religieux hérité des XVIIIe et XIXe siècles, comme elle doit se détourner des angélismes émotionnels. C'est à distance de ces écueils qu'il nous reviendra au cours de la présente année d'éprouver sereinement et de manière qualifiée les types de réponses possibles à ces immenses questions investies d'un coefficient passionnel plus ou moins maîtrisé. Tel sera, à l'initiative de la section Sciences humaines et Sciences sociales, l'objet d'une séance publique d'ores et déjà intitulée « Christianisme et migration ». Transition est ainsi faite avec un cinquième trait de nos préoccupations qui concerne ce qu'on pourrait appeler l'économie théorisée et l'économie pratiquée. Nos deux derniers ouvrages, publiés dans ce domaine, en relation avec la doctrine sociale de l'Église, seront prolongés au sein de travaux sur les déséquilibres croissants, à la fois entre les continents et à l'intérieur des pays, riches y compris, où les formes diverses de la dette économique jouent un rôle central. La question de la pauvreté structurelle, sur laquelle le pape François insiste de plus en plus, sera prise en charge en coopération avec nos collègues britanniques d'Oxford University, qui nous ont sollicités à cet égard, mais aussi, je le souhaite, avec nos amis de l'Association des économistes catholiques. Sixième point, dans une attention similaire, notre Académie ne pouvait passer à côté du phénomène médiatique en tant que tel, un phénomène civilisationnel qui se déploie de manière exponentielle sous l'effet techno-numérique. S'il fait certes l'objet d'appréciations contradictoires sur son rôle et sur son éthique, il décline naturellement au quotidien sa puissance d'influence idéologique et économique. Aussi, en collaboration avec nos amis du Jour du Seigneur de France 2, du Comité français de radio-télévision, du Centre du Saulchoir, notre Académie a-t-elle constitué en ce début d'année un groupe de réflexion avec des acteurs et des théoriciens des médias sur les enjeux principaux de leur vocation, aussi éminente que exigeante.
Enfin, 7e et dernière réflexion, nous sommes heureux de confirmer la tenue du symposium sur la pastorale du temps, temps des hommes, temps de Dieu, en collaboration avec l'archevêché de Strasbourg, en partenariat avec la conférence des évêques de France et le collège des Bernardins, dont je salue ici le président. Je nous renvoie pour toute information précise à cet égard au site internet de l'Académie. Au terme de ces 7 évocations et invitations qui n'auront de parfait que le chiffre sous lequel elles ont été rassemblées, je veux remercier au nom de nos différents conseils et chaleureusement Monseigneur Jean-Marc Aveline d'avoir accepté de présider cette rentrée 2020 de notre institution. Archevêque de Marseille depuis exactement 1 an, il est également président du Conseil pour les relations interreligieuses et les nouveaux courants religieux dans le cadre de la Conférence des évêques de France. Il a fondé en 1996 ce qui est devenu l'Institut catholique de la Méditerranée, qui est aujourd'hui l'un de nos membres institutionnels. Nous nous réjouissons également de ce que le pape François l'ait nommé au mois de juillet dernier membre du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux. Monseigneur Aveline est, on peut le dire, l'un des soutiens les plus fidèles de notre Académie. Sa communication donnée lors du colloque du 10e anniversaire de celle-ci à l'Institut de France, voici 2 ans, en est un témoignage éloquent. Sa présence aujourd'hui est ainsi pour nous une occasion singulière de dire les rapports de communion que notre Académie entretient de principe et de fait avec l'épiscopat français, de surcroît avec l'Église universelle et l'évêque de Rome. C'est donc avec joie et gratitude que je lui laisse la parole. Une longue amitié me lie déjà au père Philippe Capel depuis le temps où, séminariste au Carme, nous étudions ensemble la philosophie et la théologie sur les bancs de l'Institut catholique. C'est le futur cardinal Etchegaray qui, archevêque de Marseille à l'époque, m'avait envoyé faire des études à la capitale, où il était lui-même venu m'ordonner diacre en 1983. Je pense tout particulièrement à lui ce soir, car il était sans doute, de tous les cardinaux européens, celui qui aimait le plus la Chine, où il s'était rendu plusieurs fois, non seulement pour y représenter le Saint-Siège, mais aussi pour marcher sur les traces d'un ancien de son village natal, le grand naturaliste et missionnaire Armand David, qui au XIXe siècle découvrit le grand panda sur les contreforts du Tibet et qui était natif d'Espelette, tout comme le futur cardinal. Après une vie très aventureuse et bien remplie en Chine, Armand David a tranquillement fini sa vie à Paris, chez les lazaristes de la rue de Sèvres, mettant au propre toutes les notes scientifiques de ses expéditions. J'ai cependant noté que le 8 avril 1888, alors qu'il prononçait une conférence au Congrès scientifique catholique, lointain précurseur sans doute de notre Académie, il s'était fait copieusement huer pour avoir osé défendre l'évolutionnisme darwinien. Vous devinez pourquoi cet esprit à la fois curieux et libre plaisait beaucoup au cardinal Etchegaray. Permettez-moi, à moins que vous aussi ne me huiez copieusement, permettez-moi de faire l'hypothèse que ces 2 qualités, la curiosité et la liberté, sont les 2 poumons d'une saine catholicité de l'Église, et partant de ce que nous sommes en droit d'attendre d'une Académie catholique de France. J'entends ici par catholicité non pas l'une des confessions internes au christianisme se distinguant du protestantisme et de l'orthodoxie, mais plutôt ce qui caractérise toute l'Église. Au fond, qu'est-ce que la catholicité de l'Église, ou plutôt comment comprendre académiquement la vocation de l'Église à la catholicité? Eh bien, Philippe a eu la bonté de dire à quel point j'avais été engagé, non pas de mon propre chef au début, mais à cause de la situation de Marseille, dans les questions interreligieuses. Je peux dire aujourd'hui qu'après petite expérience, à la fois à Marseille, à Paris, à la Conférence des évêques de France et à Rome, comme Philippe l'a rappelé, je peux dire qu'au fond, cette question est devenue pour moi décisive
dans l'exercice de ma responsabilité concernant le dialogue interreligieux. Pas tellement, bien sûr, la connaissance des autres traditions religieuses, bien sûr ce que nous pouvons faire ensemble, bien sûr l'évaluation des ressemblances, des différences, des points à travailler ensemble ou des points justement où il y a débat, mais aussi, et plus sur le fond, ce que signifie pour la foi chrétienne la vocation de l'Église à la catholicité. Dans son premier livre, Catholicisme, qui s'appelait justement Catholicisme, le futur cardinal Henri de Lubac avait fait remarquer que l'Église, alors même qu'elle n'était encore qu'une poignée de petites communautés réparties sur le pourtour de la Méditerranée orientale, là où petit à petit sont nés des christianismes d'Orient qui ont bien du mal aujourd'hui à survivre, l'Église, alors qu'elle n'était donc qu'une petite poignée de communautés, s'était déjà reconnu la charge du genre humain tout entier. Et il en déduisait que, je cite, « L'Église n'est pas catholique pour être actuellement répandue sur toute la surface de la terre et compter un grand nombre d'adhérents. Elle était déjà catholique au matin de la Pentecôte, alors que tous ses membres tenaient dans une petite salle. Essentiellement, disait-il, la catholicité n'est pas affaire de géographie, ni de chiffres. S'il est vrai qu'elle doit nécessairement s'épanouir dans l'espace, elle est plutôt une attitude spirituelle. » C'est cette attitude que je voudrais pointer parce qu'elle définit la mission de l'Église, sa vocation à la catholicité et donc la vocation d'une académie catholique de France, en tout cas à mes yeux. Cette attitude spirituelle consiste à chercher les traces du désir de Dieu dans l'histoire culturelle et religieuse de l'humanité, tout en sachant que ces traces ne s'expriment pas nécessairement dans des vocabulaires ou selon des codes religieux. D'où l'intérêt d'une académie, dans la diversité de ses disciplines, mettant en commun dans un travail universitaire la richesse de toutes les investigations et les recherches de l'humanité au service du bien commun. Ce n'est que sur cette attitude spirituelle que l'on peut comprendre un peu mieux ce que le mot dialogue veut dire théologiquement. Un mot qui est tellement galvaudé qu'on passe plutôt son temps à dire ce qu'il n'est pas que ce qu'il est réellement. Le dialogue procède d'une attitude spirituelle qui considère que tout être humain, on peut dire les choses ainsi si on veut le fonder évangéliquement, ou en tout cas d'après le corpus du Nouveau Testament, tout homme, toute femme est un frère, une sœur pour qui le Christ est mort. Ou pour le dire avec l'Ancien Testament, tout homme, toute femme est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et donc, rien de ce qui est humain ne peut être étranger au dessein salvifique de Dieu. Et donc, l'Esprit Saint, dira par exemple Saint Jean-Paul II, l'Esprit Saint, nous confessons qu'il est présent et agissant non seulement dans les personnes, mais aussi dans les cultures, dans les sociétés, dans l'histoire et dans les religions. C'est cette prise de conscience de l'universalité de la présence de l'Esprit, de l'universalité de l'offre du salut, qui conduit à une attitude spirituelle capable d'aller chercher dans l'histoire culturelle et religieuse de l'humanité les traces du travail de l'esprit, ou on peut dire les traces du désir de Dieu, même si elles s'expriment dans la culture, dans l'art, dans la sculpture, dans la peinture, de toute autre façon qu'avec du vocabulaire religieux. Nous savons trop en Europe combien les guerres de religion ont été aussi au point de départ d'une certaine vague de prudence par rapport aux religieux. Et nous ne pouvons comprendre la situation dans laquelle nous sommes si nous excluons de ce désir religieux tout ce qui n'utilise pas un vocabulaire qui nous serait connu. L'être humain est touché par tout être humain est touché par les grandes questions de l'existence. Tout être humain, un jour ou l'autre, se pose les grandes questions de la vie. Qu'est-ce que la vie? Pourquoi la souffrance? Qu'est-ce que le mal? Pourquoi la mort? C'est ainsi que les pères du Concile Vatican II avaient commencé leur grand texte sur les religions et sur les relations de l'Église avec les religions, texte de Nostra Aetate, qui avait été promulgué le 28 octobre 1965. Voilà cette attitude spirituelle qui fait de la catholicité de l'Église non pas une question de surface ni un territoire à défendre, mais plutôt une attitude spirituelle, c'est-à-dire un don à recevoir et une tâche à accomplir. Pour bien comprendre cette relation entre le don à recevoir, c'est-à-dire le don de la promesse,
et la tâche à accomplir, c'est-à-dire la tâche de la mission, ces deux choses qui commandent la notion de dialogue, il m'a semblé, en tout cas je vous le livre comme ma propre expérience, il m'a été nécessaire, à moi en tout cas, de passer par la case de la relation entre le judaïsme et le christianisme. Car c'est là pour nous, chrétiens, que se joue la relation entre identité et altérité. Et si on n'approfondit pas cela, on ne peut pas comprendre ce qu'il en est du dialogue interreligieux. Car les chrétiens ont une Bible qui elle-même est une reliure avec l'Ancien et le Nouveau. Ils ne peuvent pas décliner leur identité en ignorant la part d'altérité. Et donc, c'est quand on travaille sur la question de la relation judéo-chrétienne, quand on repère combien le peuple juif, tout au long de son histoire, a dû développer un sens aigu de sa différence, qui a été source de tribulation, mais aussi force de vie et capacité de résistance étonnante, c'est quand on se souvient qu'il fut l'un des seuls peuples dont le Dieu ne pouvait être assimilé dans le panthéon romain, et qu'il demeura ensuite dans une chrétienté régulièrement tentée de l'éliminer radicalement, le seul témoin intérieur d'une altérité religieuse. C'est quand on comprend que, lorsque disparut cette chrétienté au profit d'une modernité naissante, le peuple juif qui vivait en Europe, sortant peu à peu d'un ghetto qu'il avait à la fois exclu et protégé, est devenu le promoteur des idées nouvelles d'émancipation qui suscitèrent la Aufklärung, et puis ensuite le veilleur inquiet face à cette autre forme de domination qu'est l'assimilation, qui, sous couvert de la tolérance, s'efforce d'effacer les différences au profit de la pensée dominante et uniformisante. C'est quand on pense à tout cela qu'on comprend petit à petit la leçon que nous devons tirer de l'expérience religieuse du peuple juif. Quand on a compris cela, c'est-à-dire que pour la foi chrétienne, on ne peut décliner son identité sans faire part à une altérité qui lui est constitutive. Et que dans nos relations avec le peuple juif, il s'agit de progresser pour que cette altérité soit reconnue, soit en tant que racine plus ou moins assumée, soit en tant que fruit plus ou moins reconnu, alors on peut comprendre que la mission de l'Église dans un contexte de pluralité religieuse et culturelle ne vise pas à chercher à réduire la diversité. Ce serait contraire à l'idée de catholicité. Mais elle cherche comment situer cette diversité sur l'horizon d'une promesse offerte à tout homme, promesse qui donne un sens divin à ce qui pourtant humainement nous sépare. C'était la question que posait bien plus tard le frère Christian de Chergé à Tibérine, au contact avec les musulmans. Il disait, ça fait longtemps que je suis avec les musulmans. Et au fond, il me reste une question, quel est le sens divin de ce qui humainement nous sépare? Trouver du sens divin à ce qui nous réunit, c'est pas compliqué. Mais trouver du sens divin à ce qui humainement nous sépare. Il n'y a qu'une conversion spirituelle qui peut nous permettre d'avancer dans ce sens. Quand je dis conversion, c'est pas conversion de l'autre à ma foi ou de moi à la foi de l'autre. Quand je dis conversion ici, c'est inversion consentie de nos désirs de maîtrise en accueil de liberté. Curiosité et liberté. Ces deux qualités qu'Armand David possédait et que le cardinal Etchegaray soulignait sont vraiment ce qui nous permet de comprendre un peu mieux la vocation de l'Église à la catholicité dans le respect de la pluralité religieuse et culturelle de l'humanité. Le pape Jean-Paul II avait développé cela le 27 octobre 1986 à Assise, et comme l'a dit tout à l'heure Philippe Capel, le pape François le redéveloppera bientôt à Assise encore, le 3 octobre, dans cette encyclique Fratelli Tutti, qui s'inscrira dans le droit fil de ce document signé en commun avec le grand imam d'Al-Azhar à Abu Dhabi il y a quelques années, document sur la fraternité humaine. Permettez-moi d'ajouter, pour finir ces mots introductifs, permettez-moi d'ajouter que tout ce que je viens de dire n'éprouve sa vérité, puisque la question est à l'ordre du jour, pour l'Église, me semble-t-il, que dans ce qu'elle fait au service des plus pauvres. Ça n'est pas un gadget pour finir. C'est que quand on regarde l'histoire de l'Église, on peut être étonné de la place prépondérante et décisive
du service des pauvres dans l'agir missionnaire de l'Église. À Marseille, je suis bien placé pour vous en parler. Les questions sanitaires, nous ne les avons pas eues beaucoup pour l'instant, elles arrivent. En revanche, les questions de la pauvreté, là, nous les avons. Pauvreté économique, parce que la ville est déjà très pauvre. Pauvreté humaine, pauvreté d'éducation, pauvreté de situation aujourd'hui. Vous êtes là, monsieur le ministre, c'est vrai. Cette semaine encore, plusieurs communautés religieuses qui vivent dans des cités à Marseille m'ont fait part de leur désolation devant la dégradation de situation, devant l'armement, devant la continuation de plus en plus grande du trafic de drogue. S'il y avait des solutions simples, nous les aurions déjà trouvées. Mais on ne peut pas dire qu'aujourd'hui les choses soient réglées. Et je pense que, là, en tout cas pour Marseille, j'avais nommé moi-même dès le début du confinement un responsable pour la solidarité. Je pense que tout ce que nous avons, tout ce que je viens de dire sur le dialogue, sur la mission, sur la catholicité, tout ça doit être éprouvé dans la concrétude du service des plus pauvres. C'est toujours comme ça que l'Église a avancé. C'est comme ça qu'elle a gagné en liberté, en audace. C'est comme ça qu'elle a gagné en fidélité à l'Évangile. C'est là que le discours sur la vérité est mis réellement à l'épreuve. Les questions qui, aujourd'hui, assaillent notre société, Philippe Capel les a rappelées, sont lourdes et difficiles. Nous travaillons, par exemple, demain après-midi, je serai avec des imams à Marseille. Nous essayons de travailler ensemble. Nous avons créé, il y a 5 ans, maintenant un peu plus de ça, un groupe prêtres-imams pour travailler ensemble, pour agir ensemble, pour se dire, quand il y a un événement, qu'est-ce que tu vas dire, toi, vendredi à la mosquée, et qu'est-ce que tu vas dire, toi, dimanche à la messe. C'est en avançant sur des choses très concrètes, c'est en favorisant les liens d'amitié personnels qu'on peut faire avancer les choses. Le dialogue interreligieux a passé le temps des grands discours dogmatiques. C'est important, bien sûr, mais c'est pas là que ça se joue. Là où ça se joue, c'est sur le terrain, de l'amitié entre des personnes de confessions différentes et d'action, et encore une fois d'action, au service des plus pauvres. Je remercie beaucoup notre Académie pour les précieuses notes, les 6 notes qu'elle a déjà suscitées par les meilleurs spécialistes pour nous aider à agir et à réagir. Car le temps présent est un temps de brouillard qui désoriente notre société. Et le brouillard est plus dangereux que la nuit. La nuit n'empêche pas de s'éclairer, alors que le brouillard, lui, est sournois, brouillant même les rayons qui cherchent à le pénétrer. Les équivoques sont parfois plus dangereuses que les erreurs, aimait à dire le cardinal Etchegaray dans son petit livre sur la Chine. Et il y avait, au début de ce livre, un petit proverbe chinois que j'ai gardé pour la fin. Pour la grenouille au fond du puits, le ciel n'est pas grand. Je me suis dit, ne nous laissons pas enfermer dans le puits de la peur, des équivoques et du repli sur soi dans lequel notre époque risquerait de nous contraindre à rester. Non, le ciel est grand, faisons montre de curiosité et de liberté, travaillons, comme cela nous a été proposé, pour que le bien commun de l'humanité, qui passe à travers les traces du désir de Dieu dans toutes les cultures et dans toutes les religions, puisse être mise en avant. C'est en tout cas l'une des tâches de notre Académie, une tâche pour laquelle je lui exprime toute ma reconnaissance. Bonsoir. Je vais tenter avec vous ce soir un voyage au cœur de la Chine, ce qui, en quelques minutes, oblige, vous l'imaginez, à quelques raccourcis. Le premier point, c'est que nous avons peut-être une persistance rétinienne qui fait que nous avons souvent vu la Chine comme un pays très peuplé, certes, mais famélique, replié sur lui-même. Or, aujourd'hui, tout a changé. La Chine a fait irruption dans notre espace mondial. Il s'agit d'un énorme objet non identifié qui s'est inséré dans notre espace mondial à très, très grande vitesse. Et c'est ceci qui nous perturbe. Je commencerai par deux, trois chiffres, si vous voulez. Aujourd'hui,
le PIB des États-Unis était en 1995, donc 25 ans, c'est même pas une génération, hein, de 10 fois celui de la Chine. Aujourd'hui, la Chine, son PIB, c'est 2/3 de celui des États-Unis. Et en 2030, ou autour de 2030, le PIB chinois sera le même que celui des États-Unis. Donc, une montée en puissance fulgurante qu'on mesure encore plus dans le PIB par habitant. Je ne veux pas vous infliger trop de chiffres, rassurez-vous. Dans le PIB par habitant, il y a 25 ans, toujours en 1995, le PIB par habitant était de $600 en Chine. Il est de $10 000 aujourd'hui. Et ce qui donne le vertige, c'est qu'à chaque fois que vous parlez de la Chine, vous devez toujours tout multiplier par 1,4 milliard de personnes. 1,4 milliard de personnes, c'est 19% de la population mondiale. Ça a toujours été 19% de la population mondiale, à peu près. À l'époque du Christ, c'était déjà 19% de la population mondiale, à l'époque du recensement de Bethléem. En l'an 1000, sous Napoléon, c'était toujours à peu près 19% de la population mondiale. La proportion va un petit peu décroître parce que y a la montée en puissance de l'Inde sur le plan démographique. Il y a la montée en puissance, bien entendu, de l'Afrique qui va doubler de population dans les 25 ans qui viennent. Mais il y a toujours cette prégnance de la population. Et à chaque fois qu'on est en Chine, on se dit qu'un dirigeant chinois engage 1,4 milliard de personnes quand il prend une décision. C'est tout à fait affolant. Et malgré ça, la Chine a réussi à monter son PIB par habitant comme je viens de le dire, de $600 à $10 000, ce qui est tout à fait ahurissant. Est-ce qu'aucun autre pays dit en développement n'a réussi dans ces proportions? Parallèlement, la réduction de la pauvreté a été tout à fait remarquable, puisqu'il y a 9% seulement d'habitants qui sont en dessous du seuil de pauvreté au sens de la Banque mondiale, qui est d'1,90 $ par jour. Alors, ça augmente un petit peu avec le Covid, parce que beaucoup de gens ont été laissés pour compte cette année, mais enfin, il y a une réussite formidable. Je me projette aujourd'hui, si vous voulez, pas sur le plan historique. Aujourd'hui, la Chine achète et consomme 28 millions de voitures. En année normale, je veux dire 2020 n'est pas une année normale, mais en 2019, 2018, 28 millions de voitures produites et achetées en Chine contre 17 millions aux États-Unis. Il y a 130 millions de touristes chinois qui ont visité le monde l'année dernière, pas cette année, mais l'année dernière, et qui vont recommencer dès que le Covid sera terminé. L'État joue pleinement son rôle aussi dans cette réussite. On a construit l'année dernière en Chine 7000 km d'autoroutes. Je ne sais pas combien en France, mais peut-être 130 km, pas beaucoup plus. En Russie, en tout cas, c'est 130 km qui ont été construites l'année dernière contre 7000 km en Chine. Et il y a une appétence également pour l'innovation, pour les nouvelles technologies, dans lequel à la fois le secteur privé car il y en a un très puissant, et le gouvernement chinois s'engage, c'est toutes les technologies nouvelles. Vous savez qu'il y a un débat furieux actuellement sur la 5G, en particulier est-ce qu'on accepte Huawei ou est-ce qu'on ne l'accepte pas. Bon, mais on tergiverse actuellement sur la 5G. Il faut savoir qu'aujourd'hui, à Shanghai, la seule ville de Shanghai, qui est une grande ville certes, il y a déjà 50 000 bornes de relais de 5G installés. 50 000 bornes, c'est le plan qu'imagine la France pour la totalité de son territoire à fin 2025. Donc vous voyez que la Chine s'engage extrêmement vite dans un très grand nombre de domaines. Et ça vient de quoi? Est-ce que ça vient d'une décision de l'État? Oui, l'État est compétent, du moins les leaders économiques et ceux qui gèrent l'économie sont compétents, bien sûr, mais ça vient aussi d'une fièvre d'entreprendre. L'entreprise, la création d'entreprise est un sport national.
on ne parle que d'argent. Je veux dire, si on parle politique, naturellement, on est mort. Si on parle d'autre chose, c'est aussi dangereux. Donc, la conversation principale, de la société chinoise est sur l'argent. Et en même temps, ce que je veux dire par là, c'est qu'on se retrouve avec un système étonnant que nous ne connaissons pas, que nous ne maîtrisons pas, qui est un système parfaitement hybride. Le système chinois à l'intérieur, c'est un État, un système politique autoritaire, fort, enfin j'y reviendrai, et en même temps un capitalisme sans état d'âme, une société enthousiaste qui consomme, etc., etc. Ce qui veut dire que on a peut-être l'illustration du despotisme éclairé, un système qui marche, en tout cas sur le plan économique, avec une étrange fusion, qui est une fusion tout à fait pragmatique, d'ailleurs, pas du tout idéologique de ce point de vue-là, du capitalisme plus un communisme. C'est une chose que Karl Marx, évidemment, n'aurait pu imaginer. Je rappelle qu'à l'époque de Karl Marx, il n'y avait pas d'Internet, donc ça pose d'autres questions. C'est une société qui n'est pas muselée forcément par un État prégnant. C'est une société qui communique monstrueusement. Il y a 1 milliard d'abonnés à une application qui s'appelle WeChat. Ça se dit Weixin en chinois. WeChat, c'est une application développée par un géant qui s'appelle Tencent, dans lequel c'est non seulement Facebook, plus Twitter, plus ce que vous voudrez, mais c'est aussi un moyen de paiement. On paye par WeChat, c'est aussi, etc., etc. 1 milliard de personnes qui communiquent sur WeChat, ça pose des problèmes politiques tout à fait intéressants. Parce que vous voulez imposer la doxa du parti, vous voulez bien entendu que le parti conserve son magistère. Vous faites comment pour contrôler 1 milliard de personnes qui communiquent de façon forcenée ? Bien. Vous avez l'ensemble des outils répressifs, vous avez l'ensemble des réactions d'autocensure, mais vous ne pouvez pas... c'est comme un gruyère avec des trous dans lesquels ça part, ça fuit et on apprend beaucoup de choses. Alors les Chinois la police chinoise, qui d'ailleurs utilise des firewalls qu'ils ont achetés à Cisco Systems américain. Vous savez ce que disait le regretté Lénine. Il disait nous pendrons les capitalistes avec la corde qu'ils nous vendront. Bon. Donc toujours est-il que ça fonctionne avec des systèmes qui sont de plus en plus chinois, mais qui au départ étaient américains, où les Chinois ont inventé les 4 heures d'or. Les 4 heures d'or, c'est 4 heures pour maîtriser une information qui part trop vite sur Internet, sur WeChat, etc. Donc, et ça marche. C'est-à-dire qu'il y a un système de contrôle de la population. Je fais une remarque incidente, c'est que on a toujours cette persistance restinienne d'un État autarcique. Ça n'est plus vrai du tout. La Chine, le modèle autarcique maoïste a absolument volé en éclats. La Chine a besoin du monde. Elle a besoin du monde dans les deux sens. D'abord, elle exportait très peu il y a 25 ans. Aujourd'hui, elle exporte 20% des produits manufacturés mondiaux. Mais elle a besoin des matières premières, de l'énergie, du soja brésilien, américain, etc., etc. Donc, la réussite chinoise est en osmose avec le reste du monde. Et donc, parler aujourd'hui d'une montée de guerre froide en Chine, on n'est pas du tout, je parle sous le contrôle de spécialistes, on n'est pas du tout dans cette période où l'URSS était un pays refermé sur lui-même, autarcique, peu en contact avec le reste du monde. Nous sommes condamnés à danser le tango avec la Chine d'une façon ou d'une autre, que ça nous plaise ou non, que ça plaise à M. Donald Trump ou non. Nous sommes étroitement imbriqués. Je reviens un instant sur la société. La société chinoise est d'une résilience extraordinaire. Elle est passée dans une essoreuse sous Mao Tse-tung. Enfin, le bilan des années Mao Tse-tung entre le grand bond en avant et la révolution culturelle, c'est entre 50 et 70 millions de morts, tout de même. Bon.
maintenant, elle est plus soumise à ces assassinats, mais elle est soumise à une autre forme de violence sociale. 600 millions de personnes ont migré entre la campagne et la ville dans les 30 dernières années. Aujourd'hui, la Chine est un pays urbanisé, avec évidemment des mégapoles monstrueuses. Il y a 110 villes de plus de 2 millions d'habitants en Chine, mais en même temps, vous avez une violence sociale également dans le fait que vous avez 150 millions de migrants intérieurs en Chine qui viennent travailler sur les chantiers dans les grandes villes, qui sont beaucoup retournés chez eux d'ailleurs en période de Covid et qui ont un sort difficile et qui n'ont aucun droit. Ça s'appelle le hukou en Chine, le permis de résidence. Ils n'ont aucun droit. Si une brique leur tombe sur la tête quand ils sont à Shanghai ou etc., on ne les admet pas à l'hôpital et on les prie de rentrer chez eux. Donc il y a une violence, sociale extrême dans lequel la Chine, qui est encore un pays jeune, hein, contrairement à ce qu'on lit, hein, il commencera à vieillir en 2030, mais là encore 2030. Mais c'est encore un pays jeune, il y a un enthousiasme, une capacité de travail, etc., tout à fait étonnante. Les jeunes diplômés que l'on embauche à la sortie des universités maintenant, s'ils veulent rentrer dans des bonnes maisons, on les embauche sur les termes du 9-9-6. Ça veut dire on travaille de 9h du matin à 9h du soir, 6 jours par semaine. C'est ça le deal. Même si c'est un peu contraire aux lois du travail, ça n'est pas le problème. Alors, comment ça fonctionne à l'intérieur ? C'est-à-dire, cette société, cette économie a pour clé de voûte le Parti communiste chinois, bien sûr. Le Parti communiste chinois, ça n'est pas une PME, c'est 92 millions de membres. Alors, tous ne sont pas des grands chefs, naturellement, mais c'est 92 millions de membres. Ont pour clé de voûte ce qu'on appelle les 7 immortels, c'est-à-dire les 7 membres du Politburo, qui... jusqu'à une date relativement récente, c'est-à-dire 2013, travailler en collectif, c'est-à-dire il y avait une direction collective, il y avait des options, etc. Et depuis 2013, il y a un changement qui est dû à l'équation personnelle de Xi Jinping. Xi Jinping a véritablement pris le pouvoir, bloqué tous ses verrous à lui, et Xi Jinping s'est mis, si vous voulez, à pratiquer un culte de la personnalité, à éliminer tous les rivaux, tous les barons provinciaux qui autrefois formaient une coterie où on discutait entre soi. Et donc, il y a aujourd'hui une dérive personnalisée, très très forte, due à l'équation personnelle de Xi Jinping. La clé de voûte du système, c'est une idée toute simple, c'est que jamais la Chine ne voudra emprunter la route qu'a prise l'Union soviétique. Ils ont vu ce que ça donnait, perestroïka, glasnost, etc., etc. Et donc, la règle de base, c'est plus jamais ça. Et pas ça chez nous, en tout cas. Donc, c'est pour cela que tout est fait, si vous voulez, pour contrôler les forces à l'intérieur du parti. Alors, on fait des campagnes anticorruption. C'est vrai que quand vous avez un système dans lequel il n'y a pas de système judiciaire indépendant, pas de système parlementaire, si on votait en Chine, ça se saurait. Hein. Tout évidemment est soumis à la seule volonté du parti et les faveurs s'achètent. Donc il y avait beaucoup de corruption, il y en a encore, mais Xi Jinping a mis la main là-dessus. Mais il est en train de déclencher aujourd'hui même une campagne qui fait tout à fait penser aux campagnes de rectification de Mao Tse-tung à Yan'an en 1943. Alors, le seul problème qu'est le Parti communiste chinois, c'est la société chinoise. C'est-à-dire une société qui est par ailleurs extrêmement active, extrêmement bouillonnante. Comment est-ce qu'on la contrôle ? D'abord, on la contrôle avec la police. La sécurité intérieure chinoise, le Guangbu, a un budget qui est supérieur à celui de l'armée chinoise, nucléaire et spatiale compris. Bon, il y a la police armée du peuple
à côté desquels nos CRS sont de 12 agneaux, c'est 900 000 personnes. Ça, c'est l'aspect répressif. L'autre aspect répressif, c'est que les Chinois sont en majorité Han, si vous voulez, de race chinoise, et ne veulent absolument pas que ce qu'ils appellent les séparatistes, c'est-à-dire les Tibétains, les Ouïghours, etc., puissent avoir leur mot à dire. Actuellement, on le sait, je ne m'étends pas là-dessus, il y a une répression des Ouïghours qui est absolument faramineuse, avec 1 million, probablement 1,3 million de Ouïghours. Les Ouïghours sont 12 millions, n'est-ce pas, dans le Xinjiang chinois, qui sont dans des camps d'internement. Alors les Chinois appellent ça des camps de formation, c'est des camps de concentration, enfin, tout à fait clairement. Et puis ce parti, qui surfe sur les nouvelles technologies, n'a absolument aucun état d'âme, ni de référence aux droits de l'homme, bien entendu, pour tracer tout le monde en tout temps. Vous êtes prié de charger maintenant une application obligatoire sur les discours de Xi Jinping, et puis tous les mois vous avez un petit quiz avec 3 questions et vous devez répondre correctement. Bon, et on trace évidemment, on vous trace vous, mais sur WeChat on trace avec qui vous parlez. Et si vous êtes un citoyen convenable, mais que vous parlez avec des gens qui, aux yeux du pouvoir, ne le sont pas, à ce moment-là, vous êtes repéré comme un citoyen douteux, tant et si bien que l'appétence pour les nouvelles technologies a fait que depuis 2020, c'est-à-dire Covid ou pas Covid, vous avez maintenant pour chaque Chinois une note de crédit social dans lequel, disons que vous avez 1000 points au départ, je prends un exemple, et selon que vous faites des bonnes actions ou des mauvaises actions, si vous voulez, votre crédit social baisse et vous avez des points en moins. Mais vous ne le savez pas. C'est-à-dire que vous arrivez dans une gare et on vous dit « Ah non, monsieur Wang, vous ne pouvez pas prendre de billet de train parce que votre note de crédit social a baissé. » Donc on a, si vous voulez, de la naissance à la mort maintenant, hein, from cradle to grave, comme on dit en bon français, une note de crédit social attribuée à chaque citoyen. Alors, le temps passant, je vais passer sur l'aspect international des choses, avec une question que évidemment, on se pose toujours en voyant cette montée en puissance. La Chine va-t-elle conquérir le monde, dominer le monde, ou la Chine veut-elle dominer le monde? D'ailleurs, c'est pas tout à fait la même chose. Bon, la Chine s'en donne les moyens, clairement. Les dépenses militaires sont de 261 milliards de dollars, deuxième seulement au monde derrière les États-Unis. Je passe les détails. La Chine se dote rapidement d'une flotte de haute mer. Elle est capable de cyber-intrusion, etc., etc. Elle a des faiblesses stratégiques, c'est-à-dire que elle a pas, les semi-conducteurs sont encore achetés aux États-Unis. Elle ne produit que 18% de ces semi-conducteurs de dernière génération elle-même. Et ça, c'est un gap qu'elle va avoir encore dans les 6-7 ans qui viennent, malgré tout le déclaratif. Ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qu'elle fait actuellement, la Chine ? La Chine, elle a plusieurs cercles de vision successifs sur le plan géopolitique. Premier cercle de vision, l'Asie. Donc l'Asie, elle refuse toute discussion sur Taïwan et Hong Kong parce qu'elle dit « c'est à nous ». Bon. Elle refuse également toute discussion sur les petits îlots de la mer de Chine méridionale, le Nanyang, parce qu'elle dit, là aussi, ces îlots sont à nous. Alors, ces îlots étaient des petits atolls coralliens sans importance. La Chine en a déjà bétonné 7 en créant des pistes pour les gros porteurs, avec des batteries de lance-missiles pour les protéger, etc. Et elle pratique une sorte de diplomatie déclarative qui, dans notre traduction occidentale, nous surprend beaucoup. Et quand on lui dit mais prouvez que c'est à vous, la réponse c'est à nous parce qu'on vous dit que c'est à nous. Et vous posez une deuxième fois la question, et quand on vous posez la troisième fois la question,
les autorités chinoises, vous dites votre question est une intolérable ingérence dans les affaires intérieures. Alors, une fois que vous avez dit ça, vous n'allez pas très loin. La vision du reste de l'Asie par la Chine est une vision de suzeraineté. C'est-à-dire que si une chose très intéressante à faire, c'est de reprendre la carte de suzeraineté établie par l'empereur Kangxi en 1750, où la Chine disait « le sud-est asiatique est à nous », enfin, doit payer tribut, si vous voulez. Et il y a encore dans cette vision des choses. Donc, que fait la Chine dans sa pratique ? Elle divise pour régner en Asie, c'est-à-dire que quand les 10 pays de l'ASEAN se réunissent en disant « les îlots que vous bétonnez en mer de Chine, c'est pas très bien, nous en revendiquons certains, etc. » La Chine divise pour régner, achète, je pèse mes mots, le Cambodge, achète le Laos pour enfoncer un coin dans l'ASEAN. Et donc, première tactique, si vous voulez, de la puissance chinoise, c'est d'essayer de diviser pour régner dans des blocs qui l'ennuient. Il y a un cas européen tout à fait typique, c'est que la Chine a créé un groupe d'affidés, on va dire, qui s'appelait 16+1 au départ, qui est 17+1 aujourd'hui. 1, c'est la Chine, et 17, c'est tous les pays d'Europe orientale, y compris donc Pologne, Roumanie, etc., y compris des pays qui ne sont pas dans l'Europe ou pas encore dans l'Europe. Je veux dire, le Monténégro, etc., en fait partie. Bon. Et donc, ils ont un sommet annuel, que ce soit à Varsovie ou à Bucarest, etc., dans lequel la Chine s'affirme comme un leader. Autre façon de procéder dans la poussée chinoise, les fameuses routes de la soie. Alors, les fameuses routes de la soie, ce n'est pas une invention du Parti communiste chinois et de son leader éclairé Xi Jinping. C'est en fait les très grandes entreprises chinoises, les grandes entreprises d'État, qui se sont dit on va trouver du business à l'extérieur parce qu'en Chine, il y a une restriction de la croissance, etc. Et donc, on va aller proposer des grands produits, des grands projets, à l'Afrique, à l'Eurasie, tous les pays en stand, etc., au Sri Lanka, etc. Et donc, ils ont commencé à pousser comme ça. Et puis, comme ça plaisait à Xi Jinping quand il est arrivé au pouvoir, il a créé un slogan exprès pour, qui n'est d'ailleurs pas les routes de la soie, puisque route de la soie, c'est un terme occidental, c'est Idailu en chinois, ça veut dire un corridor terrestre et une route maritime. Et puis maintenant, on se retrouve avec un nombre croissant de pays du monde qui sont envahis par les entreprises chinoises, qui, avec cette politique du gouvernement chinois qui a été entérinée après coup, lui font bénéficier de fonds chinois. Donc, les entreprises, c'est tout bénéfice pour les grandes entreprises qui créent un barrage, une autoroute, etc., avec de l'argent chinois. Mais ce n'est pas de l'argent donné, c'est de l'argent prêté. Et un problème, c'est qu'aujourd'hui, la majorité des pays des routes de la soie sont endettés de façon absolument incroyable. Donc, il y a cette vision du monde chinois qui est un peu le rouleau compresseur économique et aussi d'aller dans tous les endroits fragiles. Aujourd'hui, il y a un grand débat parce qu'ils veulent conquérir les îles Salomon. Les îles Salomon, vous voyez, c'est à l'est de la Nouvelle-Guinée, c'est Guadalcanal, c'est toutes ces îles-là, etc. Donc ils veulent acheter carrément les îles Salomon. Bon, ça ne se fera probablement pas, mais il y a tout cette expansion chinoise. Est-ce que c'est dangereux ? Parce que ce qui est dangereux, c'est que la Chine est de plus en plus assertive sur le plan militaire, diplomatique, etc. La Chine est en guerre quasi ouverte avec l'Inde. Ça ne date pas d'hier, puisqu'il y a eu une guerre chaude en 1962, mais ça se réveille actuellement. La Chine a voulu trop en faire sur l'Australie. Il y a un état de guerre froide, mais dur actuellement avec l'Australie. Je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails. Et finalement, cette idée de Mare Nostrum chinoise dans toute l'Asie, qui inclurait aussi à terme le Japon, la Corée du Sud, etc., enfin le chapelet d'îles, est aujourd'hui potentiellement, peut terminer en guerre chaude. L'affaire de Taïwan peut parfaitement un jour se terminer en guerre chaude, alors que le statu quo avait prévalu jusque-là.
Je conclurai rapidement sur un autre thème. Je n'ai pas eu le temps d'aborder l'angoisse existentielle américaine face à la Chine, puisque il vous suffit de lire le journal actuellement pour savoir où on en est. Tout ça est parfaitement contre-productif. Je le dis d'un mot, la guerre commerciale de M. Trump n'a abouti à rien. C'est-à-dire, ça a abouti à la régression des exportations américaines vers la Chine et pas beaucoup plus. La guerre pour interdire Huawei, elle, a mis à genoux, au moins provisoirement, Huawei. C'est une autre chose. Je voudrais conclure sur ce que j'appellerais une sorte de tectonique des plaques culturelles, si vous voulez. Quand on dialogue avec la Chine, que ce soit sur des questions internationales ou économiques, on se rend compte assez rapidement que les contrats, les traités, les notions qui font partie de notre patrimoine génétique, qui peuvent être liberté, réciprocité, responsabilité, etc., sont un vocabulaire que les Chinois ne comprennent pas. On voit le problème des traités. La Chine a signé en 2001 le traité de l'OMC et puis elle n'en a fait qu'à sa tête. La Chine a signé une charte sur Hong Kong qui devait se poursuivre jusqu'à 1947, qu'elle a piétiné le 30 juin dernier. Et on découvre à cette occasion-là qu'on a une découverte culturelle à faire de la Chine, parce que la Chine veut petit à petit, avec sa montée en puissance, imposer ses normes dans tous les domaines, qui sont des normes internationales que nous avons inventées en 1945 pour réguler le monde, et la Chine est en train de déréguler le monde par son poids propre, par son poids spécifique propre. Et là, on a vraiment un problème de vocabulaire. Le mot qu'on entend le plus dans la bouche de Xi Jinping aujourd'hui, je termine, c'est multilatéralisme. Évidemment, comme en face à Washington, on parle de America First, Xi Jinping pense jouer sur du velours en parlant de multilatéralisme, là où les Américains se sont employés à tuer l'Organisation mondiale du commerce, etc., etc., etc. C'est un multilatéralisme, c'est une rhétorique de l'antiphrase. L'antiphrase, c'est énoncer le faux pour masquer le vrai. C'est-à-dire que la Chine profite des institutions internationales, mais elle les souhaiterait à la carte. Et elle souhaite que tout soit à la carte dans les institutions internationales. Alors, ma conclusion définitive, c'est que la Chine impressionne, évidemment, manifestement, et nous pouvons lire les journaux tous les jours, mais son attractivité spontanée reste très faible. Si je prends l'indice britannique Portland, qui est l'indice qui mesure le soft power des différents pays dans le monde, vous pouvez aller sur Internet pour savoir comment c'est fait. Qui sont les 4 pays en tête? C'est des pays européens. Et je vais peut-être vous surprendre, c'est la France qui est le premier pays en termes de soft power, pour diverses raisons. Les États-Unis sont 5e, mais la Chine ne pointe qu'au 27e rang. Et ma conclusion sera sur l'Europe, c'est-à-dire il reste donc de sérieux atouts à l'Europe. Les valeurs européennes de fond peuvent faire la différence si on ne les piétine pas. Et c'est peut-être là, nous autres, dans le village d'Astérix, le dernier village d'Astérix, dans l'agitation mondiale frénétique, c'est peut-être, si Dieu le veut, l'Europe. Merci.